Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous asseoir. S'il vous plaît, on va commencer. On est un peu moins nombreux que prévu parce que ces journées, on avait une soixantaine de personnes qui étaient inscrites en visu. Bon, bah, nous ne sommes pas 60. C'est pas grave, ça va pas nous empêcher d'avancer. Ce sont les meilleurs. On a une centaine de personnes normalement en visio, donc visiblement, c'est vrai que la grippe a commencé à frapper. Bah oui, bah moi par exemple, voilà, c'est moyen. Voilà, en tous les cas, on est très heureux et heureuse d'avoir pu organiser ces 2 journées sur l'islamophobie, dont je rappelle que le public principal, ce sont les ligueuses et les ligueurs eux-mêmes, dans une perspective qui est pour nous une perspective de formation permanente sur les différents racismes dont les expressions, vous le savez, évoluent en permanence et qui sont aussi au centre de nombreux débats sur leur genèse, leur réalité, la façon dont il faut les nommer, etc. Voilà où nous sommes aujourd'hui. L'approche que nous avons choisie sur l'islamophobie, c'est d'essayer de comprendre en quoi, au cours des dernières années, ou plus que ça, ce sujet de l'islamophobie est venu structurer le champ politique en orientant les discours politiques et en alimentant un débat qui est un débat permanent sur sa définition et sur l'importance de ces manifestations et sur la lutte contre l'islamophobie, parce que finalement nous sommes ici pour aussi à un moment dégager des perspectives et voir comment nous on va lutter contre ce racisme-là parmi tous les racismes, puisque nous luttons contre tous les racismes sans distinction et sans hiérarchisation. Voilà. Donc merci à toutes et à tous, et je donne la parole à Pierre Tartakovsky, qui se présentera lui-même, bien qu'il n'ait pas besoin de se présenter, tout le monde le connaît. Oui, enfin tout le monde croit me connaître, hein, mais attention, il m'arrive de cacher mon jeu. Bon, on salue l'arrivée de la présidente de la Ligue des droits de l'homme, Nathalie, qui est invitée à se rendre à la tribune, à sa juste place, et on va commencer nos travaux. Et c'est moi qui vais le faire, puisqu'on m'a demandé, comment dirais-je, d'ouvrir notre réflexion par quelques réflexions éparses autour d'une notion et de ses enjeux. Bon, je vois que le débat a déjà commencé dans la salle, c'est superbe. Eh bien, envoyons les zooms et ensuite écoutons-nous. Donc, merci d'abord, tout d'abord, à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cet échange, dont l'objet, qui peut à première vue apparaître comme singulier pour une association de défense généraliste des droits, comme spécifique, ou relever d'une approche sectorielle de la défense des droits de l'homme, se situe en fait au croisement de nombreuses réflexions et engagements de la Ligue. Au vu du programme, les débats que nous allons avoir vont en explorer un grand nombre de dimensions, avec chacune leur histoire, leur complexité, et ces débats contribueront, au-delà des participantes et participants d'aujourd'hui, qui, comme ça a été dit, sont évidemment les meilleurs, contribueront à placer la Ligue comme collectif militant en situation d'affronter les problématiques qui agitent l'actualité et l'adversité qu'elle porte. Je vais donc me borner ici à quelques réflexions éparses et non pas un discours de 3 heures, comme on m'a accusé de le faire avant même que j'ai pris la parole, autour de la notion et des enjeux à partir d'un double lieu, la Ligue, évidemment, et la CNCDH, où je représente la Ligue et où je suis l'un des 2 vice-présidents élus. Nous sommes ici en séminaire et il va de soi que ces réflexions ne constituent ni ne visent à constituer une quelconque position officielle de la Ligue. Nous réfléchissons, nous débattons, nous échangeons. On sait que la notion même d'islamophobie est au cœur de débats tempétueux
menée plus ou moins honnêtement, est loin d'être stabilisée. C'est important, puisque ces débats ont largement nourri les divisions entre forces antiracistes et favorisé de nouvelles alliances politiques entre droite et gauche. J'y reviendrai, mais avant d'en arriver là, il est bon de rappeler, au-delà des finesses sémantiques qui, je n'en doute pas, agiteront nos échanges, la réalité massive de discrimination qui frappe les musulmans, réels ou supposés, discriminations qui sont à la fois d'ordre religieux, racial, entre guillemets, social, territorial, et qui se combinent les unes aux autres. Un récent sondage mené par l'IFOP nous apprend, entre autres, que 66% des musulmans ont fait l'objet de comportements racistes au cours des 5 dernières années. 66%, c'est 3 fois supérieur à celui qu'on observe chez l'ensemble des Français, 20%, et chez les adeptes des autres religions, 18%. Un musulman sur 2 a été victime récemment de racisme en estimant que sa religion en était avant tout la cause, contre 15% chez les adeptes des autres religions. 66% des musulmans ont déjà été victimes au moins une fois d'une forme de discrimination religieuse, soit 4 fois plus que les adeptes des autres religions. La discrimination religieuse la plus répandue est vécue lors de la recherche d'un emploi, 51%, d'un logement, 46%, et bien évidemment lors de contrôles de police, 51%, avec à chaque fois une ampleur de 5 à 6 fois plus large que pour les autres religions. Les services publics sont également des espaces de discrimination, si l'on en juge par la proportion de musulmans ayant vécu des pratiques discriminatoires par les agents d'une administration publique, soit 36%, des professionnels de santé, 29%, ou des enseignants d'un établissement scolaire, 38%. Un musulman sur 2 ayant cherché un emploi rapporte avoir déjà été discriminé en raison de ses croyances religieuses réelles ou supposées, ou de ses origines ethniques ou culturelles, soit 5 fois plus que ce que l'on observe chez l'ensemble des Français. Enfin, 82% des musulmans estiment que la haine envers eux est un phénomène répandu en France et 81%, soit 1% de différence, considèrent que cela s'est aggravé au cours des 10 dernières années. L'IFOP, qui n'est pas membre de la Ligue des droits de l'homme, en tout cas pas encore, en conclut fort justement que la musulmanophobie, alors ça c'est le terme qu'ils ont choisi pour éviter islamophobie, on verra qu'il y a comme ça des stratégies de contournement, et on en discutera sans doute, apparaît plus que jamais comme, j'ouvre les guillemets, un système discriminatoire multidimensionnel qui structure l'expérience sociale des musulmans français dans tous les domaines de leur vie. Pour résumer, les personnes assimilées justement ou non à la religion islamique font l'expérience massive d'un rejet qui englobe le racisme, la culture, la religion, le social. Alors la façon dont on va nommer cette expérience massive va évidemment avoir des conséquences sur l'engagement qu'on envisage d'avoir, ou pas d'ailleurs, à l'encontre des discriminations, des contrôles policiers, des soubresauts de l'actualité. Au lendemain des émeutes de 2005, Alain Finkielkraut s'exprime dans le journal israélien Haaretz, qui résume sa pensée dans un intertitre absolument saisissant par sa force à propos des jeunes émeutiers. Là encore, j'ouvre les guillemets. « Ils ne sont pas malheureux, ils sont musulmans ». Ce qui revient en quelques mots à imposer une grille de lecture épurée de toute dimension post-coloniale, sociale, une analyse vierge de toute critique des pouvoirs publics en matière de politique de la ville et de maintien de l'ordre, et de tout ramener à un racisme culturel, une cause culturelle qui ouvre une voie royale à un retour du racisme biologique et à une offensive sémantique dont les manifestations sont aujourd'hui plus que perceptibles avec des jeux pervers du vocabulaire, notamment dans l'exploitation par l'extrême droite, mais pas que par elle, de faits divers sanglants qualifiés en parfaite inversion raciste de francocide. Au-delà des dimensions de haine et de détestation que ce terme porte,
et qui, de mon point de vue, reste assez superficiel. Le fait islamophobe, pas plus que l'antisémitisme, n'est réductible à un idéal type de racisme, dont la fonction centrale serait uniquement d'affirmer une supériorité raciale. De par son histoire singulière, des pulsions coloniales aux paniques morales autour de la submersion et du terrorisme, il porte peut-être moins un rejet de l'autre que l'occasion d'un bricolage identitaire. Le moyen de se prévaloir d'un enracinement largement fantasmé mais confortable, à base d'affirmations de traditions ou de valeurs, souvent abusivement assimilées aux lois de la République. En termes simples et populaires, c'est un rassurant « je ne suis pas l'autre » qui parle aussi bien aux perdants de la mondialisation qu'à ses vainqueurs. Il émerge et se cristallise comme un terrain parfait d'alliance ou de convergence, à la fois politique, des néo-républicains à l'extrême droite, et social, s'affirmer non musulman pouvant être, au sein des classes ouvrières et des territoires déclassés, comme un ultime moyen de distinction et de réinsertion dans une communauté nationale imaginée comme éternellement chrétienne, blanche et par conséquent menacée. Pour ceux qui ont lu l'excellent livre du sociologue Coquart, Ce qui reste, il en donne deux exemples frappants, dont un concerne un chauffeur de taxi qui, du jour au lendemain, accroche à son rétroviseur un crucifix au bout d'une chaîne. Et alors Coquart, qui le connaît bien, lui dit « Mais t'es pas chrétien, tu crois pas ?» Et l'autre lui dit « Ouais, d'accord, mais bon, c'est pour faire comme les autres, là, puis pour montrer que j'en suis pas. » Et ces fonctions-là se vérifient dans tous les pays occidentaux, à des degrés divers, dans des histoires diverses, mais cela fait d'elle l'un des principaux fourriers des convergences entre des organisations ou des personnalités de droite, d'extrême droite et de gauche. C'est cette toile de fond qui donne son sens au débat crispé qui se mène sur un vocable politiquement correct. Cela se donne à lire en 2003 à la CNCDH à l'occasion du rapport annuel de lutte contre le racisme. Comme son nom l'indique, le rapport est annuel, donc il sort tous les ans. La CNCDH le produit à partir d'auditions, de croisements, voilà. La grande question, alors, c'est de savoir s'il y a un racisme spécifique qui touche désormais les musulmans. Donc le pré-rapport, qui est rédigé par une ex-vice-présidente de SOS Racisme, va immédiatement soulever l'opposition du MRAP et de la Ligue des droits de l'homme, je n'y étais pas, qui critique une version qui tend à expliquer le phénomène par le contexte international, et seulement par le contexte international. Et donc, en gros, par la faute d'action de certains musulmans, le contexte international étant le 11 septembre, les attentats terroristes. Pour le MRAP et la Ligue, les ressorts du racisme anti-arabe et des discriminations anti-musulmanes s'enracinent au contraire largement dans les réalités politiques et sociales nationales, en résonance évidemment avec la situation internationale. Au bout d'un très long débat, on est dans une institution qui vise le consensus, toujours. Le texte va finalement recommander d'employer le terme d'islamophobie avec, j'ouvre les guillemets, la plus grande précaution, afin de ne pas faire d'amalgame entre arabes et musulmans, alors que cette intolérance se confond souvent avec le racisme anti-maghrébin. Il faut donc, explique alors la CNCDH, parler de phénomène d'intolérance à l'égard de l'islam plutôt que d'islamophobie. Alors là, on commence déjà à être marquise d'amour, vos yeux mourir me font. Tout en reconnaissant que les faits de violence, comme les réactions hostiles, dans le débat sur la place de l'islam dans la société française, sont bien réels. Les auteurs du rapport parlent donc alors d'une peur irraisonnée et d'un rejet total de l'islam, à la fois comme religion, mode de vie, projet communautaire et culture. Bon, on voit bien le compromis qui se dessine. C'est irraisonné, donc c'est pas nous, parce que nous sommes des êtres de raison, mais en même temps, ça existe et ça concerne la religion, le mode de vie, le projet communautaire, la culture. Un point partout. Ils soulignent, les auteurs, que cette hostilité nourrie d'événements internationaux s'est vue renforcée avec la confusion des termes musulmans, islamiques, fondamentalistes
islamistes terroristes. Le rapport met ensuite en exergue les actes de violence contre l'islam, souligne l'existence de sites internet diffusant une propagande nettement raciste à l'égard de l'islam, relève des propos d'élus, comme ceux du maire de Nice, Jacques Perrat, pour qui, entre guillemets, les mosquées ne peuvent se concevoir dans une république laïque, ou les réticences manifestées à chaque édification d'une mosquée. Et il dénonce des amalgames médiatiques expliquant le terrorisme islamiste par la seule causalité idéologique que serait la religion musulmane. Il dénonce la multiplication des images chocs, titres et commentaires démagogiques au ton paranoïaque, ça c'est une citation, alimentant un fantasme du complot dans les médias. Donc, à partir d'une réaction contre l'usage du terme islamophobe, on cède sur le terme, mais on remplit la notion d'un contenu qui est plutôt très positif. Et en conclusion, la CNCDH estime que l'hostilité envers l'islam est encore peu reconnue et faiblement combattue. Elle recommande d'améliorer l'enseignement des faits religieux à l'école, de favoriser les lieux de culte visibles et surtout de mener une politique publique forte de lutte contre les discriminations. C'est donc plutôt un excellent rapport. Et au sein de la CNCDH, quelqu'un a un malaise ? Bon, on continue. Au sein de la CNCDH, le compromis s'établit donc aujourd'hui, et le compromis existe toujours. Il s'établit de la façon suivante. La partie scientifique du rapport annuel, c'est-à-dire celle qui est écrite par des chercheurs, utilise la notion d'islamophobie, sans aucun état d'âme, parce que pratiquement tout... Il y a quelqu'un qui nous écoute qui est en ligne, et alors ça perturbe un peu tout le monde. Moi le premier, parce que je suis fragile. D'accord. Bon, comme ça on pourra dire qu'on a censuré quelqu'un. C'est bien. Donc je répète. Rédigé par les chercheurs, utilise le terme islamophobie de façon régulière et sans état d'âme, et la CNCDH n'a rien à y dire parce que c'est les chercheurs qui parlent au nom des chercheurs, on ne peut pas intervenir là-dessus. Tandis que la partie politique du rapport parle de haine anti-musulman, en partie pour ne pas s'inscrire dans une configuration de blocage, considérant qu'il était stérile de s'enfermer dans une bataille strictement sémantique. Alors, comme tous les calculs d'opportunité, celui-ci peut évidemment se discuter. On peut dire qu'on a cédé sur le terme et on peut rétorquer qu'on a tenu bon sur le fond. C'est un débat d'éternité. Ceci étant dit, il n'y a pas grand-chose à redire à ce rapport qui date de 2003. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est que les contradictions et les affrontements dont il témoigne alors se sont considérablement exacerbés, que l'actualité a depuis pris une teinte plus tragique et que depuis l'islamophobie ou la haine des musulmans ou la musulmanophobie comme vous voulez est devenu un phénomène pleinement politique. Ça fait politique. Alors qu'en 2023, c'était un risque qui était déjà constitué, hein, mais ça n'était qu'un risque. Aujourd'hui, c'est inscrit au cœur des débats politiques, alors à travers d'autres termes, d'autres débats sur l'immigration, les sans-papiers, la submersion, tout ce qu'on veut, mais c'est devenu central. Le terme s'est à la fois imposé, le terme islamophobie. Bon, on se souvient tous, hein, en souriant, que l'un des anciens premiers ministres, pas très ancien, mais enfin un peu ancien, l'a utilisé et qui s'est fait taper sur les doigts, mais il reste critiqué et, de fait, il offre une structure assez complexe. S'il ne stigmatise jamais les dirigeants qataris ou saoudiens, vous chercherez en vain dans la presse française des attaques contre ces gens-là au prétexte de leur religion. Ça n'existe pas. Il cible les populations nord-africaines et subsahariennes, populations pauvres et exploitées, et il se combine à une haine des pauvres et à un mépris de classe. Il implique que tous les Arabes sont musulmans, emprunte à une certaine tradition anti-religieuse de gauche, présentée évidemment comme visant tous les cultes,
mais se focalisant en fait massivement sur l'islam, fait écho à des bouleversements dans l'ordre international et, ce qui est encore plus compliqué, réactive des peurs archaïques et intimes comme l'envahissement, la perte d'identité, la perte de sociabilité, la perte de virilité, auquel il oppose un pot pourri de sous-cultures libertariennes, masculinistes, traditionnalistes. Pour la Ligue, le débat sur le terme ne saurait évidemment être esquivé, mais il n'a jamais été central. Elle l'inscrit à sa juste place dans une approche par les droits, enracinée dans le combat qu'elle mène de longue date pour la défense de la laïcité, contre le racisme, pour la justice sociale. C'est ainsi que dans la résolution de son congrès de Clermont-Ferrand, on est en 1997, soit 8 ans après l'affaire du voile, elle estime, ouvrez les guillemets, les populations d'origine étrangère de nationalité française ou non sont renvoyées à une existence communautaire, qu'elles vivent comme le lieu d'une existence sociale et culturelle qui leur est déniée par ailleurs. L'islam devient alors un mode de reconnaissance qu'il fasse ou non l'objet d'une pratique assidue. Selon toutes les enquêtes récentes, la pratique religieuse de l'islam a tendance à diminuer. Dès lors, l'islam, en tant qu'élément de visibilité sociale, est utilisé comme une raison supplémentaire, presque comme un alibi, pour rejeter ces populations dont en fait c'est la présence en France qui est mise en cause. Alors, c'est un texte un peu long, je m'excuse de la citation, mais je l'ai trouvé doublement intéressant parce que il témoigne d'une lucidité certaine sur les processus en cours, qu'il inscrit sur le terrain de la défense du droit et de la lutte contre les discriminations, mais en même temps, comme dirait un futur ex-président, tout en réduisant de facto son objet à une mécanique raciste un peu traditionnelle, qui sous-estime, alors certains diraient qui qualifie de résiduel, le phénomène de résurgence de la foi qui est opposé aux pratiques. Certes, les pratiques baissent, mais la foi ne baisse pas forcément, et il y a une sous-estimation de ce facteur comme facteur identitaire. En 2005, on est donc quelques années plus tard, lors du congrès de Lille, l'approche de la Ligue se fait plus nuancée et plus précise. D'abord sur la réalité de certains périls. Elle déclare « Le déclin des pratiques religieuses n'empêche pas dans toutes les religions un raidissement des hiérarchies religieuses et l'apparition de groupes d'autant plus intégristes qu'ils sont minoritaires. De nombreux éléments nous obligent à ne pas baisser la garde. Absence d'écoles publiques dans certaines communes, contournement par certains départements et certaines régions de la loi Fallou, investissement de l'espace public par des forces religieuses pour tenter d'imposer la primauté d'un prétendu dogme religieux. Et sur les risques qui pèsent sur les libertés des musulmans, sans s'en tenir à une défense généraliste des droits, elle avance. Aujourd'hui, les musulmans subissent en France une discrimination qui se manifeste non seulement par la difficulté d'édifier leur lieu de culte, mais aussi par un discours faisant de l'islam un mal fondamental. Rien n'interdit de critiquer le contenu de telle ou telle foi, et la liberté de penser comme la liberté d'expression exclut l'idée même du blasphème, mais rien n'autorise à enfermer les fidèles d'une foi dans une stigmatisation générale et à nier leur qualité de citoyens pour ne retenir que leur appartenance religieuse. Alors pour la petite histoire et sous le contrôle d'Emmanuel, qui est le seul historien en chef dans la salle, de mémoire, cette partie du texte donnera lieu à un débat entre la Fédération de Paris et la Direction nationale, un vrai débat. La Fédération de Paris disant on a tort de focaliser sur les musulmans parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est une offensive xénophobe qui vise tous les étrangers. Et la réponse sera, certes, c'est une offensive xénophobe, mais ce sont bel et bien les musulmans qui sont visés. Donc c'est pas nous qui focalisons, ce sont les autres et il nous faut relever le défi. Bon, le texte qui est là vous indique quelle a été l'issue du débat. Donc, au congrès de Grenoble, la Ligue entend réaffirmer les conditions, les raisons de son engagement dans la lutte contre toutes les formes de racisme. Et c'est dans cette réaffirmation que l'on trouve, pour la première fois, je crois, mais
je ne l'ai pas trouvé ailleurs, qu'on trouve pour la première fois dans un texte officiel le terme islamophobie, dans un cadre qui entend articuler et équilibrer la dimension universelle des droits et leur réalité spécifique. La résolution fait une fois encore prévaloir la réalité des faits sur les polémiques de diversion et s'en tient à une approche par les droits, seule à même, selon elle, d'articuler la défense des musulmans à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations de tous ordres. La résolution souligne ainsi « Il ne peut y avoir ni hiérarchie ni concurrence des souffrances et leur mémoire, pas plus que les débats sur les mots, par exemple ceux d'islamophobie ou d'antisémitisme, ne doivent servir à dénier la réalité, en l'espèce les campagnes et les discriminations subies par les musulmans et musulmanes ou les violences allant jusqu'au meurtre subis par les juifs. » Et elle développe sur l'idée « on ne se divise pas », etc. La Ligue utilise donc le terme islamophobie sans réticence, mais sans y réduire sa démarche, et on peut le penser davantage parce que le terme est controversé que par une profonde adhésion théorique. Elle adhère au contenu sans faire du terme ni un totem, ni un stigmate. Elle relie le débat qu'il soulève à une analyse plus large, portant sur une lutte antiraciste à réinventer. Le terme est important, car, souligne-t-elle, force est de constater que les paramètres habituels de la lutte contre le racisme, issus des réactions à l'antisémitisme, au génocide du XXe siècle et au colonialisme, ont changé. Non que le racisme ait changé de nature, mais le contexte français comme européen dans lequel il sévit s'est profondément modifié et ses ressorts se sont diversifiés. Constatant qu'une profonde division des acteurs antiracistes s'est installée au point que l'affrontement et les anathèmes remplacent le débat d'idées, et nous en sommes toujours là, en gros, la résolution constate « Redéfinir les termes mêmes du combat antiraciste est obligatoire si l'on veut reconstruire une approche partagée par le plus grand nombre, si l'on veut tout simplement qu'elle emporte la conviction que l'on vit mieux sans racisme et sans discrimination qu'avec la haine de l'autre. » Nous en sommes toujours là. Penser la lutte contre l'islamophobie est sans doute l'une des voies concrètes permettant de progresser vers ce travail de redéfinition des termes du combat, vers une articulation effective entre ces divers fronts et leur inscription dans un projet plus global de défense des droits de l'homme, incluant la démocratie, la liberté, la laïcité, l'égalité femmes-hommes, etc. Mais autant cette articulation apparaît théoriquement évidente, autant sa mise en œuvre se révèle très complexe. Autant proclamer la lutte contre le racisme ne se divise pas est facile, autant le faire vivre concrètement s'avère compliqué et lent. Il y a là tout un champ de réflexion sur la complexité et sur la lenteur, autour des difficultés que nous pouvons rencontrer pour dialoguer et dépasser les affirmations identitaires sans pour autant les nier ou vouloir les marginaliser pour dégager de bonnes pratiques d'intelligence partagée. C'est en souhaitant que nos travaux durant ces 2 jours contribuent à cette mise en chantier et à cette élaboration d'une perspective que je vais laisser la place au débat. J'ai bien évidemment quelques idées de base sur les choses que nous devrions peut-être cultiver et les voies que nous pourrions explorer, mais il ne m'appartient pas à ce moment-là de nos échanges